seront développés aujourd'hui. Les bandits et ceux qui les financent sont les ennemis du peuple haïtien. Propos du Premier ministre Ariel Henry qui s'adressait à la nation jeudi soir. Le diplomate Kenneth Merton est arrivé en Haïti ce vendredi. L'ancien ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince assume désormais la responsabilité de toute charge d'affaires par intérim. Le syndicaliste Montès Joseph pose un ultimatum de 15 jours au gouvernement pour résoudre la crise liée à la pénurie de carburant. Passé ce délai, il menace d'entamer une grève illimitée. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation jeudi soir. Dans son allocution, le chef du gouvernement a affirmé que des dispositions sécuritaires ont été prises pour mettre fin à la pénurie de carburant qui ralentit les activités économiques du pays depuis environ 5 mois. Le neurochirurgien a également mis les bandits en garde contre leurs activités criminelles. Les malfrats ainsi que ceux qui les financent sont des ennemis du peuple haïtien, a-t-il poursuivi. Suivez un extrait de l'adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry. Depuis quelque temps, le pays a fait face à un problème d'insécurité qui va le terrain chaque jour plus. Il y a un pile bagay qui dit sous sitirance bandit et qu'on joigne bon côté moun dans pouvoir, moun dans secteur privé, ak moun dans quelques organisations politiques. Yo bayo l'argent, gros l'argent. Yo bayo zam, gros zam. Pi gros zam passer la police. Et yo garanti yo yon impunité totale. Malheureusement, nous constatons qu'il y a même policiers qui n'ont confié à gang. Pendant longtemps, ils ont quitté bandits, kidnappé moun, assassiné moun, volé camion marchandises, pillé business moun, sans rien pas arriver. L'État a perdu toute autorité que n'importe bandit comprenne, il a passé main dans figure l'État les hôpitaux. M'a dit ça clair pour tout le monde. Dans le privé, tant que dans l'État. Tout le monde qui prend le peuple haïtien en otage, terroriser la population, c'est l'ennemi du peuple là. Tout le monde qui supporte les bandits, aider à joindre des armes et munitions, tout le monde qui a baillé cob en bachal, tout le monde qui a servi avec eux pour bloquer toute activité dans le pays, tout le monde qui a fait deal avec eux pour qu'ils prennent pouvoir, yo tout, c'est l'ennemi du peuple haïtien. Et c'est comme l'ennemi n'a traité yo. Le gouvernement a dirigé pas dans conflit à gang. Nous pas dans négocier à gang. Nous pas dans business by gang l'argent. Voler, c'est un voleur ou traiter ça. Assassin, c'est un assassin ou traiter ça. Si vous ne suspendez mauvais actes, c'est la loi qui peut appliquer contre vous. Seule option qui vient pour bandit à tout commanditaire, c'est prison ou la mort. Si vous ne pouvez pas changer de métier. Depuis le problème gaz a commencé, mais constitué une cellule de crise qui réunit responsables finances, défense, justice, la police, intérieur, travaux publics et commerce. Cellule ça a travaillé dans la nuit, la journée, pour faire tout ça possible pour jouer une solution rapide dans les affaires de distribution de gaz là. Nous pas qu'à quitter toute activité pays à bloquer. L'hôpital dans la capitale là, tant qu'on dans la province, chargé à problème. Si on pas joindre rapidement gaz pour produire électricité pour prendre soin des malades. Il y a un peu de malades Covid dans divers hôpitaux qui vivent avec respirateur. Ils ont tous à mourir si nous ne pas porter gaz bayou pressé.
N'a profité remercier Jean-José Cressil, qui sont un chauffeur camion gaz, qui te prend risque pour le porter gaz dans l'hôpital Mibalais, qui fait 60 malades Covid pas mourir hier. C'est même situation pour petit bébé qui dans incubateur, pour moun qui besoin opérer en urgence, pour femmes enceintes qui besoin accoucher, vaccin et médicaments qui doivent rester dans le frigidaire. Faut que banque continue à fonctionner. Faut que compagnie téléphone joigne gaz pour continuer à service. Nous pas qu'à quitter tout téléphone bébé. Faut que dîner pas joindre gaz pour faire pomper au marché pour la population de l'eau. Faut que bis, tapap, machine publique, tant que machine privée, ambulance, la police, l'armée joignent gaz pour fonctionner. Faut que Madame Sarah ka joigne moyen de transport pour nous démêler. Moi, je veux tout le monde connaît. Pays a pas manqué gaz. Le gouvernement fait un pile effort pour tout réservoir gain assez gaz. Et comme nous connaissons, demande l'emprunt augmenter, les livraisons recommencer, plusieurs autres commandes gaz gain temps passé et gain bateau qui déjà là captant pour décharger. Dossier carburant. Plus d'une trentaine de camions-citernes ont quitté le terminal de Thor jeudi soir, selon le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD. Fils-aimé Ignace Saint-Fleur corrobore les propos du Premier ministre Ariel Henry qui a révélé dans son adresse à la nation que des cargaisons de produits pétroliers continuent d'arriver aux terminaux contrôlés par la DINASA. L'ambassade des États-Unis en Haïti a souhaité ce vendredi la bienvenue au diplomate Kenneth Merton qui assume désormais la responsabilité de chargé d'affaires par intérim à Port-au-Prince. Dans un tweet publié pour l'occasion, l'ambassade américaine soutient que les États-Unis continueront de travailler en vue de soutenir et d'encourager des solutions dirigées par les Haïtiens pour de meilleures conditions de sécurité et des initiatives démocratiques. Rappelons que Kenneth Merton a commencé sa carrière en Haïti comme conseiller, puis qu'il a été ambassadeur des États-Unis dans le pays de 2009 à 2012. Le diplomate américain qui vient de prendre ses fonctions va devoir gérer la délicate affaire du kidnapping de 16 missionnaires américains par le gang des 400 Maozo. Le ministère haïtien des Affaires étrangères demande que le Colombien Mario Palacios, suspecté d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, soit remis à la justice haïtienne par les autorités jamaïcaines. Membre du groupe de mercenaires qui a attaqué la résidence présidentielle le 7 juillet dernier, Mario Palacios a été arrêté début octobre à Kingston. Pour motiver cette demande, le gouvernement haïtien dit se baser sur la rencontre bilatérale tenue à Rome le 25 octobre dernier avec la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères, Kamina Johnson-Smith, durant laquelle la question a été abordée. La chancellerie haïtienne, par la présente, réitère formellement auprès du gouvernement du Commonwealth de la Jamaïque la demande de transfert en Haïti de M. Palacios pour qu'il soit mis à la disposition de la justice haïtienne dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, lit-on dans la correspondance adressée au gouvernement jamaïcain. Notre invité de ce soir par visioconférence est le professeur James Boyard, spécialiste, expert en relations internationales. Bonsoir, professeur Boyard. Bonsoir, Médounos. Professeur Boyard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Mario Palacios? Quelles sont les charges qui pèsent contre lui? Bon, selon les informations qui nous viennent de ce qu'on peut appeler les open source,
c'est le suspect clé dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En effet, et oui. qui a eu la chance, malheureusement, de prendre la fuite. Et apparemment, il s'était retrouvé sur le territoire jamaïcain et puis il a été arrêté il y a quelques jours par les Jamaïcains. OK, mais sous quelle charge? Sous quelle charge? Quelles sont les charges qui sont retenues contre lui pour son arrestation? Assassinat et complot d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, j'imagine. Très bien, très bien. Mais est-ce qu'il existe un traité d'extradition entre la Jamaïque et Haïti? À ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'il existe un traité d'extradition entre Haïti et la Jamaïque, ni même entre Haïti et la Colombie. D'accord, justement, j'allais venir à la Colombie, puisque apparemment, le gouvernement haïtien aurait adressé une demande d'entraide judiciaire au gouvernement colombien. C'est également dans le cadre de l'assassinat du président Moïse? Évidemment, la diplomatie haïtienne, depuis hier, je crois, vient de communiquer à ces deux gouvernements, je parle du gouvernement jamaïcain et du gouvernement colombien, une demande d'entraide judiciaire et une demande également de transfert de ce suspect, de M. Palacio, en Haïti, pour être jugé dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que dans la demande de la chancellerie haïtienne, on parle de préférence de transfert d'un côté et d'entraide judiciaire, alors qu'on aurait pu parler de extradition et de coopération internationale, comme c'est le cas le plus souvent. Mm-hmm. Mais d'après vous, professeur Boyard, est-ce que la justice haïtienne est en état de juger un suspect sur lequel pèsent des charges aussi lourdes? C'est une très belle question, je dirais, mais le problème, c'est que même lorsque on pourrait avoir des doutes sur la capacité et même la crédibilité de la justice haïtienne, mais il se trouve que le principe de la territorialité du droit pénal donne la compétence juridictionnelle, la première compétence juridictionnelle revient à la juridiction haïtienne de poursuivre et de juger tous ceux qui sont suspectés et d'avoir participé dans cet assassinat. Donc, ce qui fait qu'il revient à la justice haïtienne d'abord de poursuivre et de punir les coupables. Oui. Mais comme je vous disais, la diplomatie haïtienne a pris la précaution de parler de transfert et non d'extradition. Je crois que c'est un choix stratégique. Vous pouvez nous expliquer la nuance? Oui, évidemment, s'il était question de... Déjà, on ne peut pas parler d'extradition s'il n'existe pas de traité d'extradition entre les deux pays. Très bien, et très bien. La deuxième chose, c'est que même s'il existerait un traité d'extradition entre la Jamaïque et Haïti, la diplomatie haïtienne gagnerait à parler plus de transfert plutôt que d'extradition. Parce que s'agissant de l'extradition, à ce moment-là, la question que vous venez de me poser là sur la crédibilité de la justice haïtienne aurait été le premier élément à attirer l'attention du gouvernement jamaïcain ou du gouvernement colombien qui a été sollicité. Parce que les demandes d'extradition ou encore l'extradition requièrent un ensemble de conditions rigides et notamment que le pays requérant, à savoir Haïti, doit donner la preuve que sa justice fonctionne. Oui, non seulement que sa justice fonctionne, mais que le prévenu sera en sécurité, etc. Sera jugé de manière équitable. Je crois que vous et moi sommes d'accord pour penser que l'état actuel de la justice haïtienne, quand on voit encore ce qui s'est passé plusieurs fois dans les différents greffes, quand on voit qu'avant-hier, le bureau du juge Aurélien, celui-là même chargé de l'enquête sur l'assassinat, a été cambriolé, que des pièces à charge ont disparu, que, il y a des grèves tournantes en permanence, grève des greffiers, grève des avocats, grève des juges. Je pense que un procès d'une telle importance, je crois que personne ne doute que les conditions ne sont pas réunies pour un tel procès. Si on aboutit à cette conclusion,
Si on aboutit à la conclusion Oui. qu'Haïti n'est pas prêt à juger, encore que vous venez de le dire, l'assassinat d'un président de la République d'Haïti, il n'y a qu'en Haïti que les auteurs de ce crime devraient pouvoir être jugés, mais en admettant que tout le monde soit d'accord que Haïti n'est pas prêt à ça, quelles seraient les autres options? Et d'abord, il faut dire que la demande ne concerne pas le transfert du fugitif, la demande concerne également une entraide judiciaire. Donc, dans ce cas-là, la justice haïtienne pourrait également bénéficier d'un certain accompagnement technique de la part des éléments, des acteurs de la communauté internationale, de la Jamaïque, de la Colombie, et pour renforcer peut-être la justice haïtienne du point de vue technique. Donc, je pense que c'est un scénario valable aussi et la chancellerie haïtienne a bien fait de mettre l'accent sur ça. Et je dois préciser effectivement que la peine capitale n'existe plus en Haïti, effectivement. D'accord, très bien, très bien. Bon, ce que vous venez de nous dire là, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait la possibilité que des juges jamaïcains et ou colombiens viennent siéger aux côtés des juges haïtiens dans le cas du procès de M. Mario Palacios? Alors, ce qu'il faut également préciser, c'est qu'il y a un ensemble de conventions que Haïti, la Jamaïque et la Colombie ont ratifiées, ont signé et ratifiées. Et parmi ces conventions, on peut noter la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée. Et le point le plus important de cette convention, c'est d'avoir assuré une certaine standardisation et les qualifications des crimes et dans la poursuite de ces crimes qui sont considérés comme étant des crimes transnationaux organisés. Donc, dans ce sens-là, la Convention a essayé d'harmoniser l'ensemble des législations nationales qui, autrefois, avaient beaucoup d'écarts dans le domaine de la qualification, dans le domaine des procédures notamment. Mais sur cette base, je crois qu'il y a une possibilité de coopération étroite, je dirais, d'entraide judiciaire étroite entre ces pays-là et même entre des juges haïtiens et des juges colombiens. Donc, il revient à ces deux pays de définir le champ, le cadre de cette coopération, la forme que va prendre cette entraide judiciaire. Très bien, très bien. Professeur Boyard, vous avez dit au départ que Mario Palacios est reconnu comme étant peut-être l'élément clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Quels sont les éléments? C'est ce que je présume par rapport aux informations venant des sources judiciaires qui sont communiquées par les médias et les réseaux sociaux. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé concrètement contre Palacios? Quels sont les éléments à charge? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Si on se réfère justement à ces éléments d'information, c'est comme quoi que c'est lui-même qui a personnellement assassiné le président, qui a tiré sur le président. Donc, dans ce cas-là, je crois que c'est un élément clé de l'enquête et de la procédure. D'accord. Donc, il serait l'assassin. Il détiendrait également des informations sur les commanditaires de ce crime. Donc, qui permettrait d'aller jusqu'aux auteurs intellectuels du crime, comme on dit. Ceux qui ont financé l'assassinat. Très bien, très bien. D'après vous, dans combien de temps va-t-on voir la suite de ce feuilleton? Est-ce que M. Palacios risque d'être transféré en Haïti rapidement ou c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps? Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir employé le concept transfert, c'est un choix stratégique parce que cela permet de court-circuiter, et même dans le cas où il existerait un traité d'extradition, cela permettrait, disais-je, de court-circuiter les longues procédures et permet justement à la justice haïtienne de bénéficier dans l'immédiateté
et de tous les éléments, et également d'avoir sur le territoire haïtien et auprès de la justice haïtienne. Professeur Boyard, vous nous disiez que le fait que la justice haïtienne ait utilisé le terme de transfert au lieu de celui d'extradition, cela va permettre d'avancer beaucoup plus vite et que M. Palacio puisse venir rendre compte de ses actes en Haïti assez rapidement. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Pas seulement le fait d'avoir utilisé le concept de transfert, mais le fait aussi d'avoir utilisé le concept d'entraide judiciaire à la place de coopération judiciaire. Parce que les deux concepts ont l'avantage de court-circuiter et justement les longues procédures et de permettre à la justice haïtienne de bénéficier dans l'immédiat, justement, et le retour de ce fugitif. Bon, eh bien, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Enfin, l'enquête progresse. Bon, on l'aurait espéré, surtout qu'il faut préciser qu'il s'agisse de la Jamaïque ou de la Colombie, ces pays se sont engagés dans le cadre de plusieurs conventions internationales et même des conventions interaméricaines dans le cadre de l'OEA, qui les encouragent, qui les font obligation justement de s'ouvrir à ces genres d'entraide judiciaire, à ces genres de demandes venant d'autres États parties de ces mêmes conventions. Et là, on peut noter la convention de Palerme, par exemple, pour les Nations Unies, qui traite la question de la criminalité transnationale organisée, mais également la convention sur le terrorisme de l'OEA, ratifiée par ces pays au milieu des années 2000. Donc, c'est autant d'instruments internationaux que le gouvernement haïtien pourrait évoquer pour forcer justement ces deux gouvernements à répondre, à agréer sa demande. Eh bien, magnifique, magnifique, ce sont de bonnes nouvelles. Écoutez, professeur Boyard, il ne me reste plus qu'à vous remercier, d'abord de vous être rendu disponible pour nous et surtout d'avoir apporté cet éclairage parfaitement clair sur la question qui nous occupait aujourd'hui. Encore merci et bonne fin de journée. C'est à moi de vous remercier, Maître News. Il me reste uniquement à repréciser qu'effectivement, la peine capitale n'existe plus en Haïti depuis la chute des Duvalier, depuis la nouvelle constitution de 1987. En effet. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. Bon week-end, merci à vous. Voilà, c'était le professeur James Boyard, spécialiste en relations internationales, qui jetait un éclairage très précis sur l'affaire de M. Mario Palacios, actuellement détenu à la Jamaïque et soupçonné d'être celui qui a porté les coups fatals au président Jovenel Moïse. Un ultimatum de 15 jours a été lancé au chef du gouvernement par le syndicaliste Montes Joseph en vue de régulariser le problème de carburant dans le pays. Passé ce délai, la mobilisation populaire sera illimitée, insiste M. Joseph. Le gréviste, dans son intervention, précise qu'il déplore le laxisme des autorités gouvernementales face à l'ampleur de la crise. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Depuis le mois de juin, la crise du carburant bouleverse le cours normal de la vie nationale. En septembre dernier, le syndicaliste Montes Joseph avait déjà appelé à la grève pour forcer les autorités à réagir. 3 appels se sont succédés, soit le 4 octobre, les 18 et 19 et les 3 dernières journées du 25 au 27. Force est de constater que, jusqu'ici, le carburant est toujours absent des pompes. Une fois de plus, M. Joseph monte au créneau et adresse un nouvel ultimatum au gouvernement. Nous baillons le gouvernement 15 jours. Nous baillons 15 jours. Non seulement nous gagnons jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous pas fait mouvement. Eh bien, semaine là, tout c'est nous pas fait mouvement. Nous baillons tout net en général. Si avant 15 là, le gouvernement de facto Ariel Henry, il n'a pas prouvé effectivement, il tendait voir nous, il est sensible avec l'ensemble des revendications. Moi, je suis cité là, devant micro la presse qui est présent, devant caméra la presse.
qui là, il n'a pas commencé à voir des signaux clairs pour que nous-mêmes, nous ayons un minimum de volonté pour nous joindre, pour nous commencer à jouer une satisfaction. Eh bien nous-mêmes, comme c'est là pour nous vivre, nous pourrons continuer à fermer le pays. Et la liste des revendications du syndicaliste s'allonge. Il n'est plus seulement question de carburant. Des requêtes d'ordre politique s'y sont ajoutées. Malgré l'intervention du Premier ministre Ariel Henry à une heure où la majorité de la population se repose et où l'électricité se fait rare, Montès Joseph maintient sa position. Il dit ne rien avoir contre le chef du gouvernement, mais il fustige son comportement et rejette d'un revers de main cette déclaration concernant la disponibilité des produits pétroliers dans les terminaux. Monsieur Ariel, de facto ou non pas, il ferme deux yeux, il coule le béton dans les oreilles, hier soir il paraît à 1h, 2h du matin, il fait sortir un bagage, nous ne comprenons pas ni pied ni tête, ça veut dire, monsieur montré, il sera apprenti dictateur. Toutefois, l'absence des autres syndicalistes du secteur des transports en commun, comme Jacques Anderson Desroches, Yvan Joseph, à cette conférence donnée ce vendredi, intrigue. Le 27 octobre dernier, se rappelle-t-on, ils ont levé la grève en annonçant sa reprise le 3 novembre prochain si la situation perdure. À ce moment, Montès Joseph n'était pas remarqué au sein du panel. Ce vendredi, c'est seul qu'il a fait cette nouvelle annonce. Pour répondre à la question, la date du 3 novembre annoncée par l'équipe du 27 octobre est-elle maintenue? Montès Joseph ne ménage pas ses propos. Et nous pourrons recommencer le 15 novembre, côté que nous pourrons paralyser le pays pour de bon. 3 novembre n'a tombé. Bon, pas le 3 novembre. 3 novembre, c'est capable de renforcement l'appuyer. Mobilisation, conférence pour sensibiliser l'ensemble des secteurs qui pourraient entrer dans le mouvement, qui est déjà entré dans le mouvement. La division règne entre les syndicalistes et ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, Montès Joseph se positionne seul d'un côté et de l'autre se trouve Jacques Anderson Desroches apparemment. Les syndicalistes sont-ils toujours en désaccord ou cette mise en scène fait-elle partie de leur stratégie? Difficile de répondre. Montès Joseph a sa propre vision de la réalité. Nous pas tant de monde qui dit oui, l'enfermer pays parce que gain résultat. Gain résultat. Nous déjà pour parler avec syndicat la douane, avec syndicat de GI. Et yo pral camper. Non jour cap venir même avec nous. Nous va pouvoir 15 jours. Yo pral camper et laisse ça pas un good cap entrer dans caisse l'État. Le flou persiste entre les syndicats du secteur des transports en commun et cette situation n'aura-t-elle pas d'impact sur les membres de la population à partir de la semaine prochaine quand ils auront besoin de vaquer librement à leurs occupations? D'un côté, la reprise de la grève est annoncée pour le 3 novembre prochain par un groupe de syndicalistes et de l'autre, 15 jours sont accordés aux membres du gouvernement en vue de régulariser la situation selon les propos du syndicaliste Montès Joseph. Le gouvernement tente de jouer sa partition dans un contexte où le carburant demeure jusqu'ici un problème réel. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La structure baptisée Citoyens engagés pour une sortie de crise, CESOC, a présenté ce vendredi un bilan des différentes réalisations pendant ces 3 derniers mois. En conférence de presse, ils ont affirmé que leur proposition de sortie de crise a déjà le soutien de plus d'une centaine de partis et regroupements politiques, ainsi que de 200 organisations de la société civile. Par ailleurs, ils plaident en faveur de la fusion de toutes les propositions d'accord afin d'aboutir à un gouvernement de transition bicéphale. L'ancien député Jean-Wilson Hippolyte est membre du comité de pilotage du CESOC. Suivez ses explications. Comité pilotage CESOC la coin. Il était important pour le joindre avec la presse jodia pour lui informer le peuple haïtien sur l'avancée qu'il fait dans le processus pour arriver à résoudre la crise là, une série d'efforts qui ne peuvent pas camper. Le comité de pilotage CESOC là a fini pour annoncer nation
bon genre disposition pral prend pressé. Côté Sesok, Pensena, Montana, Primati 11 septembre, pral casser rendez-vous à travers une conférence tête collée pour représenter by nation à confusionner qui pral camper un pouvoir exécutif à deux têtes. Ça dans langue française y aurait les bicéphales avec un conseil national présidentiel CNP qui a 3 membres avec un nouveau premier ministre qui pral monter un gouvernement largement large avec personnalité qui sorti dans divers secteurs dans le pays et dans la diaspora. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.